appelle Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation est un programme développé en collaboration avec l'AFD qui est mis en place sur 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina, le Togo, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Libéria. Le Togo et le Burkina ont développé des dispositifs innovants qu'ils ont expérimentés depuis un certain nombre d'années déjà. C'est le soutien en famille au Togo, le système des enseignants itinérants également au Togo, mais aussi les CETIS et classes inclusives au Burkina Faso. Quelle est la dernière leçon d'observation? Dans le dispositif, c'est nous qui les identifions et nous les plaçons dans les écoles. Et c'est également les enseignants que nous encadrons qui sont à leur tour chargés de faire l'encadrement de ces enfants au sein des écoles. L'éducation inclusive, c'est une opportunité qu'on a donnée à tous les enfants d'être inscrits dans l'école de son village. Il fallait déplacer les enfants dans une école spécialisée. Mais l'inclusion, ça permet à l'enfant d'être inscrit dans l'école de son village. Oh, on applaudit. Le mouton aussi est un animal domestique. Nous avons 4 écoles où cette innovation est beaucoup pratiquée. Je vais parler des écoles de Tangé et application A, Mouansoi et puis Poulsin, où nous avons d'abord eu des CETIS et on a pu évoluer par la suite vers ces classes inclusives. CETIS, c'est la classe transitoire d'intégration scolaire. C'est un dispositif qui accueille une dizaine d'enfants dans une classe donnée avec un enseignant formé en langue de signes et ils apprennent eux aussi la langue de signes et le programme de CP1 et CP2. Cela dure depuis déjà 2005 où Handicap International a, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, développé cette expérience à Tanguy-Dassouri avec un nombre d'enseignants. L'enseignement vraiment en langue de signes n'est pas chose facile. Alors, il est très difficile dès la première année ou la deuxième année de mettre des enfants en situation avec des entendants pour vraiment enseigner, c'est vraiment une grosse difficulté. C'est pourquoi, comme nous sommes, c'est une initiation, on procède d'abord par les CETIS. Ensuite, on va maintenant à l'inclusion à partir de la classe du CE1. Alors, ceci donc pour permettre aux enfants en situation d'acquérir le minimum pour pouvoir suivre les leçons avec les autres. Bon, il faut reconnaître qu'au début, il y a certains parents d'élèves, des enfants dits normaux, souvent qui étaient un peu réticents le fait que les enfants vont aller dans la même classe que les enfants en situation de handicap parce qu'ils se demandent, bon, est-ce que le travail sera bien fait? Mais par la sensibilisation, en tout cas, ils sont arrivés à comprendre qu'effectivement, leurs enfants même gagnent même plus que les enfants en situation de handicap. Leurs enfants, ils entendent ce que le maître dit et en plus de ça, il y a les signes. Le jour où le maître n'était pas là et il a pris son livre de lecture, il est venu me demander chose 1000 et puis je l'ai montré. Dans certains groupes, il y a des élèves en situation de handicap qui sont des chefs de groupe et dans certains groupes, ce sont des élèves dits normaux qui sont des chefs de groupe. Et ils travaillent ensemble dans le groupe-là. Chacun a un rôle à jouer pour que le travail marche. Donc, ils collaborent ensemble, ils s'entraident et ça va.
nerfa shungia no bala ne baraka tier woto e tondo ko lamba tondo zo lamba foko da me yamma na wana ti yam kamba wata woto kama minga woto no aba han pam bangra ton shungia no ti asira dati ti fo hanta neta handa hampa wum gwa ma minga woto pa no fo la bangra nkitami ti shebra han pere woto no ya wonet han tanore. Il faut relever l'accompagnement permanent depuis le début du CEFIS, qui est un centre qui accueille des enfants sourds et entendants dans le même centre où ils sont scolarisés. Et ce sont les enseignants de ce centre et la directrice elle-même qui ont assuré la formation et le suivi de ces enseignants depuis 2005 à maintenant. Le contenu de formation que nous avons reçu actuellement même contient beaucoup d'insuffisances qui ne nous permettent pas de répondre vraiment à toutes les situations dans la classe. On a reçu une formation en langue des signes et le temps de formation est très insuffisant. Le maître se débrouille comme il peut en classe pour en tout cas satisfaire ces enfants qui sont en situation de handicap. On va te former en 4 semaines une langue et puis venir enseigner dans cette langue. C'est un peu difficile, puisque si ce n'est pas en classe seulement, au dehors, on n'a pas l'occasion de s'exercer. Au CP1, on voit pour le langage, il y a les relations sociales. Il faut des figurines pour exprimer la famille, les grands-parents et les membres de la famille. Il faut des figurines pour ça, pour pouvoir dispenser les différentes sortes de leçons. Enseigner de façon traditionnelle et traduire en langue des signes devient vraiment un double travail. Et nous n'avons aucune motivation pour ça. Motivation, je vais dire, à l'image, j'allais dire, des innovations pédagogiques. Les autres ont des indemnités par mois, mais nous n'avons rien. Ti obhai nkarama wotu no a bi koronga talle nenga ti koronga yedana a kingre are yikwe bala hanga yikwera no maton qu'il y ait vraiment une ligne budgétaire soit dégagée pour soutenir bien sûr l'éducation inclusive. Il faut qu'il y ait des modules de formation à l'intention bien sûr des enseignants et des encadreurs au niveau d'abord de nos ENEP et au niveau bien sûr de l'école normale supérieure de l'université de Koudougou. Comme ça, les enseignants sortent de ces écoles-là et nantient bien sûr de ces techniques-là pour pouvoir encadrer les enfants en situation de handicap. En 2009, quand nous avions commencé l'identification des enfants, nous avions pris en compte toutes les déficiences sans discrimination, donc la déficience motrice, la déficience sensorielle, donc les enfants déficients auditifs et visuels, plus la déficience mentale, qu'elle soit légère ou lourde. Nous avons après l'identification de ces enfants handicapés, que ce soit au niveau de l'école ou bien que ce soit hors école, on procède à leur orientation. Et l'orientation se fait à l'école, se fait dans les écoles spécialisées, se fait aussi en famille. J'étais devant ma cour et il y a un agent de Afumoto qui faisait le recensement dans le quartier. Et on l'a dit qu'il y a un enfant handicapé qui se trouve dans la maison ici. Et il est venu me contacter. Il m'a demandé comment cela est arrivé. Et depuis ce jour, on a commencé par travailler ensemble. Le premier jour, je n'avais pas accepté, c'était quelque chose de honte pour moi. Donc, ils sont leur travail, ils sont là pour voir leur cas.
C'est en ce moment que même je me suis laissée à eux. Ils m'ont donné des conseils qu'ils avaient. Les agents RBC appuient la communauté bénévolement. Leur travail est d'appuyer les personnes handicapées pour leur meilleure autonomie. C'est avec des conseils, des jeux qu'on arrive à stimuler l'enfant dans ses activités. Nous avons reçu certaines formations pour intégrer le travail du soutien en famille. Par exemple, le développement de l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Comment installer un enfant avec un handicap lourd. On a eu une formation aussi sur l'orthophonie, le braille et la langue des signes pour pouvoir communiquer avec ses enfants. Avant le soutien en famille, les enfants étaient laissés à la charge de leurs parents et le plus souvent c'est la maman qui s'occupe. Le soutien que nous apportons va tout d'abord directement à l'enfant pour développer l'autonomie, amener les parents à changer de regard vis-à-vis de l'enfant qui est en situation de handicap. Il y a un planning qui se fait avec la famille. Nous donnons des rendez-vous et nous faisons des suivis. Et lorsque nous venons pour faire le travail, nous-mêmes nous exerçons, nous menons quelques activités techniques que nous avions eu à avoir lors des formations et nous amenons les parents à exercer, à faire ces mêmes exercices à notre absence. Ne pas attendre que c'est le jour que nous allons venir et que l'activité sera menée. Chaque famille a choisi un jour. Donc tous les jours, nous sommes sur le terrain, dans les familles, pour mener notre activité de soutien en famille. Notre présence dans la famille et notre attachement envers l'enfant fait que la population ou bien la communauté est en train de s'adapter à l'enfant. L'initiative du soutien en famille est venue briser beaucoup de tabous qui existaient auparavant et qu'aujourd'hui, les parents ont compris l'importance de faire sortir leur enfant de leur cachette et de stimuler l'enfant pour qu'il puisse acquérir une certaine autonomie. En Afrique, quand on a de ces enfants-là, les gens pensent que tu as fait quelque chose pour mériter ça. Tu as fait quelque chose, c'est pourquoi bon Dieu t'a puni. Et quand tu tiens les enfants comme ça, là, les gens n'aiment pas s'approcher de toi. Les gens te fuient. Quand ils te voient arriver, ils font des manières. Toi-même, tu vas sentir que c'est à cause de l'enfant là que tu tiens. Bon, depuis que Jean m'a contacté, ils viennent ici, on cause et l'entourage nous voit. Ça a donné beaucoup de l'affection. Ils ont su en même temps que c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de mythique. Elle a commencé par s'exprimer, mais pas des pleurs. Avant, là où elle est là-bas. Mais elle ne commence pas à s'exprimer, pas les pleurs. Elle reconnaît aussi les gens. Elle ne pouvait même pas rester comme ça. Elle ne pouvait même pas prendre cette position-là. Oui. Mais avec la rééducation, elle a commencé par prendre cette position. Et puis, la chaise qu'on nous a fait en toute dernière position, là, avec la rééducation, elle s'asseyait maintenant dedans. Pour moi, mon enfant, je vois comment, par la rééducation, ça a été quelque chose qui l'a beaucoup soutenu. Dans ce qu'il est assis, c'est eux qui m'ont donné. Maintenant, il se déplace avec ça. Il ne faisait même pas 4 pattes et il ne marchait pas. Donc, Afumoto nous a pris. C'est là-bas que j'ai vu beaucoup de changements. On nous a amenés à l'hôpital aussi, on faisait la rééducation. Et à la maison aussi, on nous a donné beaucoup de choses. Quand on avait commencé, on allait à la rééducation, on payait au moins 2500 par séance ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu duré. Mais Afumoto nous a pris en charge pour la rééducation. L'attente de tous les parents, en tout cas d'enfants handicapés, ont plus ou moins une satisfaction parce qu'il n'y a pas eu de discrimination dans le choix. Tous les enfants ont été pris en charge et même les enfants qui ont une déficience lourde et qui n'ont pas pu intégrer un système ordinaire ou spécialisé se voient appuyés quand même dans la famille. Et ça s'est ressenti avec l'autonomie de ces enfants qui,
et partant de la position couchée, démunis et avec un environnement limité, se sont vus assis avec les matériels adaptés qui ont finalement rendu autonome et l'enfant qui se sent désormais membre de la famille et du parent, surtout des mamans, qui se sentent désormais beaucoup plus soulagés et qui peuvent vaquer à leurs occupations sans être obligés de garder l'enfant tous les jours. Au niveau du dispositif, nous avons quand même des partenaires, CRAO par exemple, qui s'occupent de la rééducation fonctionnelle et aussi de l'appareillage de certains enfants, la conception des corsets sièges, et il y a Handicap International aussi qui vient en renfort aussi en matière de compétences. Pour l'évolution de mon enfant, s'il pouvait toutefois encore continuer, nous assister comme il venait aussi, il va nous aider. Ce n'est pas parce que l'enfant est trisomique, ce n'est pas parce que l'enfant a une déficience lourde et qui est totalement dépendant qu'on doit ignorer la chance qu'il lui reste encore d'être plus ou moins autonome et pourquoi pas d'intégrer à court, long ou moyen terme le système ordinaire ou spécialisé. La différence entre un enseignant itinérant et un agent RBC, c'est surtout l'intervention. Nous intervenons dans les familles alors que l'enseignant itinérant intervient à l'école pour appuyer l'enseignant et l'élève. La division des enseignements et de la vie scolaire, c'est elle qui est en charge de la vie scolaire comme vous l'entendez et en même temps c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants handicapés dans la région des Savanes. L'éducation inclusive elle-même nécessite la formation d'abord des enseignants, ça nécessite une sensibilisation au niveau des parents, d'élèves, au niveau des communautés, et ça nécessite du matériel didactique. On a essayé de former les enseignants, soit pendant 3 jours avec des recyclages pour qu'ils puissent accueillir les enfants dans les systèmes ordinaires. Mais nous étions tous conscients, et l'équipe et les enseignants, qu'il y avait des limites parce que ce n'est pas au bout de 3 jours qu'on peut prendre en charge un enfant et l'éduquer. Si je prends l'exemple d'un enfant sourd ou d'un enfant même non-voyant. D'atelier en atelier, les échanges sont arrivés à ce qu'on mette en place le système des enseignants itinérants parce qu'une école spécialisée dénommée le CEFRA, donc de la commune de Dapton, avait déjà commencé à expérimenter ce système. C'est en 1996 que le CEFRA, pour la première fois, allait intégrer les enfants au niveau des classes ordinaires pour suivre les enfants non-entendants comme non-voyants intégrés dans les écoles. L'école étant la propriété de l'État, il fallait se retourner vers la direction régionale de l'éducation, qui était en fait également partant, puisqu'étant acteur du projet, pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nous mettre à disposition des enseignants qui puissent jouer ce rôle d'enseignants itinérants. Et c'est à partir de ce moment que nous avons travaillé avec eux pour définir leur profil de poste, échanger également sur leur cahier de charges. Et on a lancé le test, mais en travaillant clairement en étroite collaboration avec la DRE, la Direction régionale de l'éducation, qui a lancé le test de recrutement et on a procédé effectivement à la collecte des candidatures, aux tests, aux interviews et à la rétention de 3 enseignants itinérants. Dans cette classe, je m'occupe des enfants avec une déficience physique. Il y a aussi Clémence à côté de moi qui est une IMC, infirmité motrice et cérébrale. Dans d'autres classes, j'ai d'autres types d'handicap. Ce sont des enseignants qui sont formés à la problématique de l'accueil des enfants déficients, à la problématique de l'éducation inclusive, qui sont bien routinés dedans et qui partent pour aller appuyer les enseignants, les parents d'élèves et les élèves même en cas de difficulté. J'ai 2 tâches principales. L'une est d'appuyer l'enfant en situation de handicap et la deuxième tâche c'est d'appuyer l'enseignant qui l'encadre. Je suis quand même le programme que l'enseignant a fait dans le jour et je travaille avec l'enfant lorsque je constate qu'il y a certaines choses que l'enfant ne comprend pas ou lorsque l'enseignant a des difficultés pour dispenser le cours
Là, ils me concertent et ensemble, nous discutons quelle méthodologie, quelle stratégie adopter pour pouvoir faire comprendre le cours à l'enfant. L'appui de l'enseignant itinérant consiste à fournir les documents adaptés. Quand je prends par exemple un enfant non-voyant qui est dans une classe, normalement c'est à l'enseignant itinérant de lui fournir le manuel adapté en braille, par exemple le manuel de lecture. C'est à l'enseignant itinérant d'adapter les sujets d'évaluation. Quand il y a les compositions trimestrielles, quand on dit croquis de l'appareil digestif par exemple, c'est à l'enseignant itinérant de concevoir ces croquis de l'appareil digestif en dessin tactile pour que l'enfant non-voyant, en touchant, puisse aussi avoir une idée de ce qu'on dit les différentes parties. Ici aussi la participation de l'enfant en classe. Est-ce que l'enfant non-entendant, lui aussi, quand il veut participer au cours, en faisant les signes, est-ce que l'enfant non-entendant aussi fait bien les signes? C'est pourquoi même il est demandé à l'enseignant itinérant de faire ce qu'on appelle le PI, c'est-à-dire le projet éducatif individuel. Quand il connaît le problème de l'enfant, ensemble avec l'enseignant ordinaire, quel projet éducatif individuel il va concevoir pour tel enfant et autres. 250 divisé par 5. Je prends 25. Je prends 25. 25. Dans 25, combien fois 5 donne 25? Il y a 5 fois 5. Oui. J'écris mon 5. 5 fois 5 d'abord. 5 fois 5, ça fait 25. Des fois, l'enfant ou bien l'élève qui est en situation de handicap est assis à côté d'un élève qu'on appelle tuteur ou bien tutrice. Spécialement dans ma classe, c'est une tutrice qui aide cet enfant peut-être à brailler, c'est-à-dire lire les textes écrits au tableau, au cas où l'enseignant n'a pas eu le temps quand même de brailler ça pour elle, pour plus copie. Donc il ne fait que lire et l'enfant copie. En braille, qu'est-ce que nous faisons? Je laisse un résumé au tableau avec l'aide des enfants eux-mêmes. C'est leur résumé que nous mettons au tableau. Après avoir fini, la tutrice qui est à côté des non-voyants lit les textes. Il lit. Et elle ne fait que brailler maintenant. Les tuteurs ou les tutrices n'ont pas de formation, mais c'est par affinité ou bien c'est par attachement dans les familles, dans les classes. Les résultats scolaires de fin d'année des enfants qui sont encadrés par les enseignants itinérants est largement supérieur à ceux des enfants handicapés orientés mais qui n'ont pas eu le soutien des enseignants itinérants. Les parents des enfants qui ne sont pas soutenus par les enseignants itinérants se voient un peu lésés et posent des questions, au même titre que les enseignants qui ont les enfants handicapés et qui n'ont pas non plus le soutien des enseignants itinérants. Nous sommes tiraillés de gauche à droite parce que partout le besoin se sent et que vraiment nous sommes submergés, on n'arrive pas à visiter les enfants comme cela se doit. Donc il y a un manque quelque part d'enseignants itinérants. Une autre difficulté est que c'est un système qui n'est pas encore reconnu par l'État. Donc c'est un truc régional. Nous sommes des fonctionnaires d'État, mais le métier que nous exerçons, notre ministère ne le reconnaît pas encore. C'est dommage, ils ne peuvent pas aller dans toutes les écoles vu qu'ils ne sont que 3. C'est également dommage parce que chaque enseignant itinérant ayant sa spécificité passe dans une école et ne travaille qu'avec les enfants de sa déficience alors qu'il y a d'autres enfants qui sont à côté. Et donc s'il y a à modéliser, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a recruté une chargée de ces systèmes, il faudrait qu'on aille vers là, soit pour essayer de donner plusieurs formations à un enseignant itinérant et en même temps en essayant de zonaliser, donc couper la commune en zones pour que un enseignant itinérant puisse couvrir cette zone et avec tous les enfants, ou carrément revoir le système pour que tous les enfants puissent être pris en charge au lieu d'avoir des priorités.